Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Buon pomeriggio. Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre du meeting 2025 Jeunes, anxieux et en cherche d'un sens. Dans les espaces déserts, nous construirons avec des briques nouvelles. Cette rencontre est née précisément de la nécessité de construire avec de briques nouvelles notre approche du monde des jeunes en saisissant les difficultés et les malaises des nouvelles générations, mais aussi le grand potentiel des jeunes. C'est une construction pleine d'espoir et de responsabilités, de possibilités et de défis. Il y a beaucoup d'éléments qui indiquent un changement dans les jeunes, avec certains aspects certainement positifs et encourageants, mais d'autres inquiétants et douloureux qui nécessitent une réflexion attentive. Mais il y a aussi des aspects qui demandent une réflexion. Les manifestations de mal-être sont évidentes dans la plupart des pays du monde. Je cite un exemple tiré de notre maison, de notre pays, mais il y en a beaucoup d'autres. L'hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Rome dispose d'un service d'urgence. En 2011, le psychiatre a été appelé à consulter aux urgences 155 fois contre 1024 fois en 2021. C'est un nombre qui a été multiplié par 12. Mais ce n'est pas qu'une question de nombre, c'est la configuration même du désagrément qui a été changée. Il y a 30 ou 40 ans, mais aussi plus récemment, les manifestations étaient très différentes. Et aujourd'hui, ce sont les troubles dits internalisants, tels que l'anxiété, la dépression, le retrait social, les troubles alimentaires, l'automutilation, qui prévalent parmi les cas les plus frappants. Comment mieux on peut comprendre ce processus de changement? Que se cache-t-il derrière ce mal-être? Quel est son sens? Que pouvons-nous faire? Nous devons être conscients dès le départ qu'il n'existe pas de réponse simple ou des recettes, des actions décisives. Mais nous devons certainement mettre en avant la centralité de la relation avec l'adulte, un adulte qui présente sans aucun doute de nombreux aspects de fragilité, mais qui est appelé à se poser en tant que sujet compétent, à construire une responsabilité, une présence éducative. Il est peut-être possible de redécouvrir la beauté et le plaisir de retrouver cette compétence, même face au caractère dramatique de certaines manifestations, en se laissant interroger et en ne s'enfermant pas dans le cercle vicieux de la culpabilisation. Mais ce goût et compétences doivent être récupérés même dans la normalité des relations éducatives, comme par exemple gérer l'utilisation des appareils et des réseaux sociaux de manière constructive, un sujet qui suscite un grand débat qui est quand même peu approfondi. Nous avons le plaisir d'accueillir ici des invités qui nous aideront à réfléchir et à comprendre un peu mieux ce qui se passe.
à partir de points de vue délibérément différents, car la personne humaine ne peut pas être réduite à une seule dimension, qu'elle soit biologique, psychologique ou sociale. Toutes importantes, mais aucune exhaustive. Je souhaite donc donner la bienvenue et remercier Maria Cornaggia, Cesare Maria Cornaggia, pardon, Marco Gui qui est en vidéoconnexion avec nous. Bon après-midi. E a Luigina Mortari. Et à Luigina Mortari. Allora, inizierei con il... On commencerait avec le professeur Cornaggia. Mais professeur, ces jeunes est-ce qu'ils sont seulement un problème? Merci Mario, merci à vous tous. J'espère devoir tenter, essayer de lancer quelques réflexions dans un contexte élargi qui peut intimider un peu les personnes qui s'y trouveraient à y parler. Et j'espère de laisser les questions ouvertes pour tenter de pas seulement trouver des réponses, mais aussi de nous aider à faire des questions. Je pense à ma nièce, une adolescente qui a su que je devrais parler d'adolescence ici et m'a dit, mais vous, pourquoi vous parlez d'adolescence et ne parlez pas avec les adolescents? Bref, il s'agit d'une provocation qui a une importance particulière. J'ai parti de cela et dans ma expérience professionnelle, je suis psychiatre, comme c'est mon métier. Je suis psychothérapeute et j'essaye de tenter de réfléchir sur ces thèmes. Oui, Mario. Nous voyons les adolescents tels que des sujets problématiques, trop souvent difficiles à comprendre. Mais je pense que la cause réside dans le fait que sommes nous, les adultes, à être incapables de le voir, de le reconnaître. Et reconnaître signifie voir la personne telle qu'elle est, la regarder dans leur totalité, dans leur ensemble. Nous sommes continuellement tentés de voir à quelque chose qu'ils font comme quelque chose de pathologique. Combien de statistiques il existe et aussi des organisations internationales créent des pathologies. Pourquoi nous ne pouvons nous demander pourquoi l'angoisse et l'anxiété ne soient seulement quelque chose de similaire à une erreur biologique. Peut-être quelquefois sont ces choses qui, comme Buber, des auteurs et des littéraires tels que Leopardi, concevoir comme, je disais, un signe de reconnaissance de la condition humaine, humaine du manque. Donc, les catégoriser comme des maladies nous enlève la tâche d'écouter, ou il nous fait pour prendre le risque de ne pas accepter en général. Et donc, nous, les adultes, pour faire face à l'humain, nous les réduisons à ces antécédents biologiques et psychologiques, pour le dire à la Giussani. Et aussi, nous construisons un alibi supplémentaire pour ne les pas écouter. Et en construisant des professions qui, le grand écrivain autrichien Ivan Illich appelait débilitant. Quelque chose pour lequel je m'enlève la responsabilité d'agir. Et j'ai à l'esprit un exemple qui s'est passé il y a quelques mois.
Une professeure me racontait qu'il y a quelque temps, l'une de ses élèves du collège, dans un sujet de classe, avait écrit que ses parents se séparaient, qu'elle est très très triste et pensait au suicide. Après avoir parlé avec sa principale, cette professeure, en écoutant la principale, a invité la jeune fille à se rendre chez un psychologue. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il est possible que cette fille, dans un seul coup, n'a été pas écoutée par les personnes auxquelles elle avait démontré sa malaise, et puis elle était marquée comme malade. Donc, pensez combien nous faisons vraiment avoir à peine à être face à l'anxiété. Et puis, dans un très beau numéro récent de la revue Vita, Matteo Lancini, responsable du Minotauro de Milan, a fait ses débuts dans son interview en affirmant que la seule véritable forme de prévention du malaise des adolescents est la relation entre les enfants et les adultes. Il s'agit d'une affirmation très forte et importante. Alors, les deux questions que nous pourrions nous poser sont: qu'est-ce que ce malaise que nous voyons devant nous, comme le disait Mario avant? Deuxième question, comment la relation entre adultes et enfants s'est brisée? Je voudrais commencer par la deuxième question. La relation entre adultes et enfants s'est brisée parce que les vrais fragiles sont nous, les adultes. Questo applauso. Cet applaudissement est significatif, je crois. Mais en fait, devrait être le signe d'une volonté de travailler à nouveau sur ce sujet. Le vrai fragile sommes nous, les adultes, qui ne sommes plus capables d'être devant notre enfant comme un autre de nous, et non comme une autre projection. Nous ne sommes pas plus capables d'être face à cette vide, à cette malaise. Nous ne sommes pas capables de résister. Parce que si nous résistons, il résiste ou elle résiste aussi. Le même Lancini avait appelé cette époque, dans une autre occasion, l'époque de la fragilité de l'adulte. Et peut-être il avait raison. Il suffit de nous regarder autour de nous, au lieu d'être nous, les adultes, à protéger les enfants. Quelquefois, paradoxalement, ce sont eux qui protègent nous. Et souvent le font parce qu'ils savent que nous ne supporterions pas leur souffrance. Je pense à des garçons ou des filles que peut-être se coupent les corps, peut-être vous l'avez vu, ou d'autres parties du corps, et puis les cachent leurs parents. Mais ils les cachent pas seulement pour la peur du jugement ou pour honte, mais pour qu'ils savent que les parents ne seraient pas à la hauteur de supporter ces blessures. Alors, je voudrais faire retour à la première question, revenir sur la première question, pardon. Qu'est-ce que c'est ce malaise? Les statistiques nous parlent de ce que Mario disait avant. Les hôpitaux sont pleins de situations difficiles à gérer. La neuropsychiatrie infantile est toujours plus demandant. Et je voudrais faire une affirmation et je suis très contente de la faire. Ces statistiques nous ne disent pas rien
par rapport à ce que nous avons face à nous. Qu'est-ce que nous avons donné à ce garçon, outre un monde plein de notre Père? Peut-être un manque de regard. Est-ce que nous l'avons regardé vraiment? Est-ce que nous étions curieux de eux? Ou est-ce que nous avons seulement décidé de les monitorer? Juste pour revenir à la première question, on pourrait tenter de bouleverser notre vision et ne pas partir de la pathologisation, de la criminalisation de ce phénomène. Parce que je pense que ce qui manque, ce que Don Claudio Burgio, aumônier de la prison pour les mineurs de Milan, nous enseigne. Bien, il a écrit un livre et intitulé « Il n'existe pas de mauvais garçons ». Combien est-il important de remarquer ce livre et ce titre? Ce regard de nouveau pénètre paradoxalement par l'idée de savoir accepter le fait que nous n'avons pas la solution dans nos mains, mais que nous pouvons essayer de la chercher. Mais ce que nous pouvons faire dès le début, c'est de rester à côté de la douleur. Et face à l'idée du suicide, nous pouvons en parler et ne pas reculer. Ne pas regarder la maladie comme s'il était celle qui détermine le garçon, parce que ce n'est pas ainsi. Mais chercher à accueillir la douleur est sa question. Et nous demander si nous, les adultes, nous peut-être avant oublié cette question. Suzanne, une fille de 15 ans, à un moment de sa vie qui tout à fait vraiment au-delà de cet aspect de ses 15 ans, elle a vraiment tout fait dans sa vie, je disais. Et cette fille m'écrit, nous les millénials, comme ceux de la génération Z, nous avons grandi dans une période où il n'y a pas de rencontre avec l'autre, où on adopte de ne pas se confronter comme stratégie pour vivre en absence de conflit. Vous, les adultes, nous avez enlevé le droit à la confrontation, même comme construction commune. Et vous nous avez enlevé le droit de chercher la vérité. Et tout cela nous fait sentir seuls et désorientés. Dans cette époque que nous pouvons appeler post-narcissistique ou comme nous voulons, ce que nous faisons, c'est que le Fils soit exactement ce que nous voulons qu'il soit. Et parce que s'il n'était pas le cas, nous nous sentirions des échecs. Le mandat donné à ce millénial est donc d'être ceux qui nous leur demandons d'être. Pendant un moment, ils gardent et on ne sera pas plus surpris si et quand ils nous battent ou ils saccagent. Ils nous saccagent parce que nous avons vu ce qu'il s'est passé au fil du temps. Et dans cette autre occasion, je posais deux questions. Celle que nous ne pouvons pas évaluer ce qui se passe avec nos seuls modèles psychologiques. Mario a bien dit que la pathologie n'est pas celle d'auparavant. Nous sommes face à une situation différente. Et nous, en tant que professionnels, nous sommes appelés à chercher de nouveaux paramètres pour comprendre ce qu'il se passe. Mais la deuxième réflexion, c'est que pour faire face à tout cela, nous avons besoin d'affirmer clairement que l'urgence à laquelle nous sommes confrontés n'est pas sanitaire, n'est pas une urgence éducative, mais il s'agit d'une urgence culturelle.
À cette occasion, je pensais que ce que nous voyons arriver dans nos adolescents est l'expression d'un moi qui n'existe pas. D'un moi qui a besoin d'une vraie rencontre relationnelle qu'il évoque. Il me vient à l'esprit Leopardi, quand Buber et autres auteurs qui ne sont donc qu'il affirmait que le vide, l'insuffisance, la nullité ne sont pas des symptômes, mais des espions de notre grandeur. Nous devions faire en sorte que cette expérience soit évoquée, que des adultes soient capables de rencontrer et être à leur terre, d'évoquer cette expérience. Bref, à mon avis, pour revenir à la question d'avant, nous sommes face à des adolescents qui cherchent. Je reviens donc à l'exemple de Susanna, la fille de 15 ans d'avant. Quand un autre jour, elle m'a dit, à partir de mon expérience, je peux dire que je crois que nous sommes une génération qui a reçu une grâce, un grand désir et un grand besoin de bien. Nous nous sentons perdus et seuls, comme transportés dans la mer par les vagues à la recherche d'une baie sûre. Les vagues nous bousculent dans notre recherche, avec des voix qui nous disent chacune son idée de bien, de santé, d'argent, de pilates, de copains, de défense, de drogue. Nous sommes bouleversés sans savoir que c'est le bien, mais nous chercherions tellement si nous ne serions pas grandis dans une mer en tempête. À mon avis, je pourrais remarquer que ces deux observations méritent deux remarques. Le moi a besoin d'être évoqué dans la rencontre avec une fascination qui provoque, comme en Susanna, un frisson tel qu'il en ressort. Parce que c'est un malaise. Donc elle a tout fait. Elle a vraiment été énervée. Était l'occasion pour la rencontre avec la limite qui a permis l'approfondissement de ces questions les plus radicales. Je crois que nous, les adultes, ne devrions continuer à négliger ces questions si profondes. Comme par exemple, on pourrait le remarquer dans le Père Marrakech. Je remplis les temps et ne comble pas les vides, il disait. Et revenir à ce qui récemment, dans son intervention à Cevaso, nous rappelait Julian Caron à partir d'un dialogue entre Luigi Giussani et Giovanni Testori. Et je cite Giussani dans cette occasion-là. Le rétablissement d'une personne passe par la rencontre avec une présence différente, non solitaire, qui peut alors faire face de réactifs, de catalysateurs, des énergies désormais en fuite. Si vous me permettez une toute dernière remarque, il me semble nécessaire de m'arrêter un instant sur l'adjectif utilisé par Giussani, présence non solitaire. Cet adjectif non solitaire se réfère à ce que j'ai souhaité précédemment, c'est-à-dire au fait que l'urgence actuelle est culturelle. Nous avons donc besoin non pas d'un homme ou d'un bon parent, mais d'un contexte capable de devenir une paternité nouvelle et une paternité partagée, capable donc d'écouter, de se mettre en question,
de régir la douleur de l'autre et surtout d'être capable de dialoguer avec l'autre avec un jugement sans prétention. Grazie. Merci Cesare. Maintenant, je demanderai au professeur Gouy de votre point de vue, de vos études et de vos recherches. Quels pourraient être les phénomènes qui sont à la base de ces changements qu'on observe chez les jeunes? Buon pomeriggio, grazie di questo invito, di questa possibilità di confronto. Bon après-midi, merci de cette invitation et de cette possibilité de confrontation. On est tous d'accord sur le fait que cette malaise est présente. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui. Nous sommes en désaccord sur les causes de cette malaise. Je pense que, comme tous les phénomènes sociaux, cette malaise a beaucoup de causes. Mais quelques causes, certaines causes, je m'occupe d'impact numérique sur cela, sont très loin du domaine numérique et dans la substance et dans le temps. Je vous fais un exemple. Par exemple, au XXe siècle, avec les anticonceptionnels, les enfants ont été posticipés dans la vie des personnes, sont devenus une partie d'un projet planifié dans les parents. C'est un changement qui est devenu bien plus extériorisé, spécifique, et la capacité d'attention des adultes par rapport aux enfants est différente, parce que quand un enfant fait un projet planifié et il y a quelque chose qui ne marche pas et qui est douloureux chez l'enfant, quelque chose qui est faux même dans notre projet, ça c'est une cause d'une longue période, qui s'est passée, comme la conjoncture économique ou la perception de l'avenir avec la crise de la planète. En parlant avec un garçon, un jeune, et avec toutes ces prévisions de crainte, on a l'idée que l'avenir ne sera pas super sympa pour les jeunes. En outre ces facteurs, il y a aussi les médias numériques dont je m'occupe. Et une fois qu'on comprend que cela est l'une des causes, nous pouvons l'analyser avec la bonne importance. Les analyses numériques comptent, mais il y a aussi d'autres facteurs. Et elles comptent surtout quand elles se lient à d'autres brands de changements qui sont sûrement climatiques. Et ce sont importants surtout d'un point de vue indicatif, parce qu'ils remplissent les journées des jeunes et même les nôtres. Qu'est-ce qu'elle dit, la recherche scientifique, sur l'effet de l'utilisation des médias, des réseaux sociaux, des médias numériques sur l'effet de la santé? Si on recherche aux chiffres numériques en général, on n'a pas des effets si forts sur la santé mentale. Mais si on se déplace sur d'autres particulières applications comme les réseaux sociaux ou comme des catégories des jeunes comme les filles préadolescentes, on voit que les effets ont été démontrés, les effets négatifs. Je cite par exemple une recherche à ISAP conduite à l'université Bicocca de Milan, qui démontre que en dépassant l'année du collège avec un profil des réseaux sociaux actif par rapport en le passant sans un profil des réseaux sociaux, a un effet et une conséquence et une différence négative vraiment importante. Donc il y a des spécifiques applications et des spécifiques populations sur lesquelles les effets
sont plus négatifs que positifs. De quels effets on parle? Ce sont des effets d'usage intensif d'applications qui ont été dessinées de la part des compagnies du web qui ne sont pas forcément en Italie, ils sont dans d'autres pays du monde parce qu'on sait qu'il y a une question géopolitique derrière cette situation et ce sont des effets des contenus qui sont manipulés ou l'effet d'une interférence de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Il y a des personnes qui soutiennent qu'il faut agir seulement d'un point de vue éducatif. Cela est juste d'agir d'un point de vue éducatif parce que oui, on a besoin d'une implantation d'éducation claire qui aille au-delà d'une éducation civique et digitale, mais qui était quand même pas suffisante. On a besoin d'un projet éducationnel qui suive les jeunes graduellement dans le monde numérique. Mais je pense que même dans l'autre question, la réglementation, soit très importante parce que je pense qu'une communauté démocratique a le droit et le devoir de ne pas accepter ce que toute l'industrie des médias, qui est surtout à l'étranger, nous conseille comme des règles établies par eux. J'ai fait un exemple pratique. Il y a une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle Blop, dirigée par Elon Musk. À l'intérieur de cette plateforme, cette app, ils ont inséré une chose où il y a des companions, des agences conversationnelles qui sont habillées de manière sexy et pour des fins sexuelles, et là, ça a levé des critiques. Mais nous, en tant que société éducante, est-ce qu'il faut être sous des règles gérées par des autres ou bien on a notre part de pouvoir et de contrôle? Je pense qu'on a cette idée, mais cette réglementation ne peut pas être tombée de l'eau comme en imposition. Mais cette réglementation est nécessaire parce que les familles ont vraiment envie qu'il y ait des normes civiles et communes pour prendre des décisions très concrètes que tous les jours doivent prendre. La condition pour décider, donc pour unir la partie éducative à la partie réglementative, c'est qu'il y ait des positions différentes qui puissent se passer dans des tables différentes. Je pense à une parabole de la Bible. Je vois beaucoup de soif auprès des jeunes, mais je pense que pour cette bonne sème qui est sur les champs trop arides, peut-être parfois, donc quand la plante va naître, elle est brûlée par l'aridité de ce terrain. Et donc ce terrain perd d'importance. Mais je vois aussi la communauté locale comme... Je vois dans la communauté éducative même un sujet qui est pour garantir les conditions d'un contexte pour que ces soifs aient de l'eau. Et pour ne pas les laisser des conditions de cette manière, il faut une réglementation et une éducation différente. Et l'expérience des pactes numériques, donc un réseau né par l'initiative de personnes universitaires, des membres d'associations, démontre qu'il y a une forte exigence en ce sens. Donc de retrouver un accord commun pour construire des normes sociales qu'en ce moment manquent.
des normes sociales qui puissent réglementer les comportements et les pratiques des familles. Et donc l'idée des pactes numériques est très simple. Au début, des familles se sont retrouvées localement ensemble pour décider des choses très simples. À quel âge on donne le premier portable à nos enfants? À quel âge on peut permettre une première navigation sur le web aux enfants? Peu de parents sont très capables d'appliquer des règles sur ce type de questions. Cela semble une banalité à qui ne la vit pas de l'intérieur, mais cela est une décision fondamentale parce que cela signe un passage d'une ère 2.0 de l'autonomie numérique et ainsi de suite. Les familles sont très en difficulté pour prendre cette décision parce qu'elles se trouvent au milieu d'avis très différents. Il n'y a pas une voie institutionnelle qui puisse donner une voie. Donc ces familles ont commencé à s'auto-organiser. Donc cette idée s'est diffusée très rapidement. Et même les contenus de ces pactes ont changé dans le temps. Il y a plus de 160 dans toute l'Italie. Mais à la base de cette idée, il y a que la question numérique est une occasion pour les adultes de se donner des objectifs éducationnels communs qui concernent et la partie éducative et la partie de réglementation et des normes sociales. Je pense qu'en tenant ensemble ces deux parties, nous pouvons faire un pas de l'avant sur affronter les problèmes numériques des réglementations, donc le problème que les jeunes utilisent trop les réseaux sociaux et le numérique. Et c'est une occasion pour faire face à ce facteur au milieu d'autres problèmes que l'on a et que l'on doit affronter. Je pense que rencontrer beaucoup de familles, et pour les familles, ce problème va au-delà d'un problème de génération. C'est un problème de dialogue qu'on doit faire avec les familles. Je crois qu'il faut se donner cette possibilité avec les familles sans tabou parce que cela sera très important, surtout pour le développement que dans les prochains avenirs, on verra sur les différents usages de l'intelligence artificielle, même dans les domaines de l'éducation. Merci beaucoup. Grazie professor Gui, anche lei. Merci professeur Gui. Vous aussi, vous avez nous donné des suggestions très importantes. J'aurais des choses à vous demander. Peut-être il y aura un peu de temps pour une reprise, mais je donne maintenant la parole à la professeure Luigina Mortari. Vous avez entendu décrire un scénario avec beaucoup de lumière et beaucoup de points sombres. Comment vous voyez ce scénario qui a été décrit et surtout comment les adultes peuvent bouger à l'intérieur de ce scénario? Merci. Merci à vous. J'ai un peu de peur en voyant tous ces gens ici présents, mais surtout en avoir écouté les collègues experts dans les domaines spécifiques. C'est un peu distant du fait que je suis plus philosophique et donc je vais offrir une autre vision du monde. Le thème de cette rencontre, c'est sur l'anxiété. Donc, je me suis documentée, j'ai beaucoup lu pour voir ce que nous savons de ce thème. Il y a beaucoup de questions de la part de notre jeunes. Et aujourd'hui, à l'université, nous n'avons pas de dispensaire de camomille pour faire face à l'anxiété qu'ils vivent aujourd'hui. Mais l'anxiété n'est pas seulement un problème des adolescents. Il s'agit d'un problème diffusé. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est de le voir chez les enfants. Je le
racontais avant aux collègues un très bon éducateur et artiste qui a transformé la crèche dans un lieu d'art, m'a appelé à mai juin pour demander de donner un coup de main parce qu'il voit beaucoup d'anxiété chez les enfants. Et je me lui suis fait expliquer pourquoi dans ce rencontre de cette petite fille qui devait faire une toute simple tâche pour cultiver la manualité. Et cette fille a commencé à trembler. Et lui, en tant qu'éducateur très bon, il a attendu qu'il passait le temps nécessaire. Et puis, elle a dit, j'ai peur de faire des erreurs parce que puis ma maman et mon papa vont le savoir. Donc, il s'agit d'un cas d'anxiété qui fait beaucoup penser. Une fille de 4 ans se trouve face à cette difficulté et n'arrive pas à soutenir cette épreuve pour peur de la faillite. Donc cela nous fait penser au cadre général dans lequel nous vivons, qui est égal pour tout le monde, petits, adolescents et adultes. Il y a une société à haut niveau de compétences. À tout le monde, on demande beaucoup. Peut-être on a demandé trop, ou peut-être quelque chose qui ne réside pas dans les ordres naturels des choses. Les anciens utilisaient ce mot, kataphysis, agir selon la nature, cela ne voudrait pas dire agir sans spontanéité, mais agir selon le maître juste des choses. Et cette maître juste, nous l'avons peut-être oublié dans chaque domaine de notre vie. Nos enfants, peut-être ils sont laissés de côté sur la base d'une idée de liberté qui n'a pas eu mesure, parce que la liberté aussi a besoin de pouvoir placer une limite où ils sont contenus et surchargés avec beaucoup de demandes. Et les anciens disaient que l'âme humaine n'est capable de supporter trop de réalité. Et de quoi il s'agirait? L'âme humaine est capable de supporter la réalité qu'ils vivent et qu'ils sont, mais aussi la réalité qui existe dans l'ordre naturel des choses. Mais il n'est pas capable de supporter ce qui manque de mesure. Ce n'est pas un cas si les anciens disaient que c'était la chose qui manquait le plus, que peut-être nous fallera toujours, celle qui Socrate définit l'épistémémétrique. La science doit mesurer. Et l'être dans le manque de mesures, c'est le problème. Donc, dans la fille, le problème, ce n'était pas la demande d'une tâche, mais une demande supplémentaire. Donc, l'âme ne pouvait pas supporter cela. Ce qui m'a amené à réfléchir pendant ce mois d'été était cette demande continue que nous faisons, parce que la société demande pas de l'excellence de l'être, mais de quelque chose qui n'existe pas dans l'ordre dont l'âme a besoin. Donc, nous avons du mal à soutenir tout cela. En conclusion, il y a une question que Socrate pose à Alcibiade, cet adolescent qui voulait devenir précisément un gouverneur à Athènes. Et la première question de Socrate, et nous l'oublions trop souvent, nous pensons à la philosophie ancienne comme quelque chose qui s'occupait des sentiments. Donc Socrate demande, qu'est-ce que c'est l'espérance qui te pousse à te mouvoir? Qu'est-ce que signifie d'espérer? Il s'agit d'un thème fondamental aussi du jubilé, ce à qui nous manquons de réfléchir. David Marcel distinguait deux types d'espérance, l'espérance immédiate et l'espérance grande, celle qui maintient haut la barre. L'espérance immédiate, c'est celle où on espère
réussir bien une épreuve, une compétition, une tâche en classe. Et puis, il a cette grande expérience qui nous met en communication avec l'immensité et les mystères, qui est la même espérance qui nous soutient, qui va bien au-delà de chaque mesure, de chaque perte, de chaque gagne. Il n'existe pas de formule magique pour qu'il existe cette espérance. Lorsque une autre philosophe dit, lorsque nous voulons entendre les questions les plus importantes, les comportements les plus hauts des personnes, nous essayons cela, nous ne réussissons pas. Parce que peut-être nous perdons dans nos pensées et les réponses soient plus simples. Mais quand on se trouve face à des personnes qui ont de grandes espérances et nous leur demandons d'où vient cette capacité, trop souvent, à travers une reconstruction de leur expérience, on découvre qu'il vient d'une expérience de vie, surtout des premières années de vie, qui a nourri cette personne de quelque chose de grand. Donc, voilà l'acte de l'éducation. Soutenir quelqu'un pendant les premiers temps de la vie, lorsque nous sommes nourris, ce qui Edith Stein appelait l'énergie vitale qui existe dans l'âme. Quand on a cela dans l'âme, nous sommes aidés dans les moments les plus difficiles. Il n'y a pas besoin de l'expliquer avec les sciences. Cela va bien au-delà. C'est un acte de confiance que nous pouvons faire. Mais dans ces premières années, il arrive quelque chose. Nous le savons bien. Platon utilise une expression à un certain point. Il lui dit « le cœur de l'âme », et l'expression est merveilleuse, parce que déjà l'âme a dedans quelque chose d'intime. Cette idée de profondité qui nous met en communication avec l'univers et le sacré. Puis il fait remarquer que cœur en grec antique, ancien, c'est écrit cœur, et que la matière est kéros. La réflexion de Platon est liée au fait que nous sommes faits d'une matière très douce, parce que nous sommes faits de quelque chose de malléable qui, comme les enfants grandissent, ils se plasment avec cette cire dont ils sont faits. Et donc, l'empreinte, c'est quelque chose qui reste, demeure une fois qu'ils ont grandi et ils se sont modélés sur la base de cela. Comme quand les enfants travaillent avec l'argile, c'est l'image qu'on voulait passer. Et c'est dans les premiers instants de la vie que nous réussissons à donner un imprinting à l'âme. Parce que chacun de nous vit dans un moment précis, mais donner une forme spéciale à l'âme permet de faire espace au vide à travers lequel il circule l'air du désir qui nous pousse à nous connecter avec les mystères de la vie. Avant de tout temps, même si l'éducation pour lui il commençait dès l'enfance, on doit identifier un temps où on doit mettre les bases de la politique. Et puis, il nous dit quelque chose de très important. L'éducation qui nous forme, la paideia, qui en grec signifie cultivation de l'âme, était le mot précis qu'Aristote utilisait
pour définir l'éducation précisément. Donc les gars qui fréquentent l'école primaire, les collèges, etc., quel type d'offres ils recevront de la part de la société? Est-ce qu'il y a de l'espace pour la cultivation de l'âme ou quand ils entrent dans cette première institution qui risque d'être gouvernementalisée, trouvent quelque chose qui nourrisse l'âme? Ce qui nous échappe aujourd'hui, c'est que nous n'apercevons pas le fait que les institutions sanitaires, par exemple, réparent l'être quand il tombe malade, et on a l'école qui rebâtit l'être humain. Cette institution, l'école, est une institution d'instruction. Éduquer signifie dans les contextes de formation, amener des connaissances dans l'esprit de l'autre et on ne laisse pas à l'autre le temps de respirer, de se cultiver par quelque chose d'autre qui n'existe encore. Donc, si nous tenons l'égard dans un contexte où on reçoit beaucoup de demandes, on s'aperçoit d'un problème. On ne peut nous demander aussitôt parce que la société c'est très compétitive et soutenir toujours le niveau de la compétition c'est très problématique. Pensons par exemple aux outils tels que l'Invalsi ou les instruments d'évaluation et combien de stress ils sont obligés de prouver. Combien de preuves ils doivent affronter et qu'est-ce qu'il y a qui nourrisse ce jeune. École signifiait otium en latin, soit le temps de nourrir l'âme, sans nécessairement être soumise à des mesurements ou des contrôles continus. Je dis cela non parce que je voudrais m'éloigner du thème des adolescents, mais à mon avis, dans ces moments, on devrait avoir ce regard donné aux plus petits et à travers eux aussi passer pour l'égard de parents parce que la société si pressante voit les parents laissés de côté aussi. Les jeunes sont seuls aujourd'hui. Il manque le rapport corporel. Il est difficile de rencontrer les amis en présence. Combien de temps est-ce qu'il y a entre les adultes pour qu'ils se sentent soutenus l'un l'autre? L'être humain est fragile par définition. Il est fragile et vulnérable. Nous tous, nous avons cette faiblesse antérieure ontologique en nous parce que nous naissons sans accomplissement. Et notre tâche, c'est celle de donner une forme à la vie. Cette forme qui soit la meilleure possible, selon les anciens. Mais il s'agit d'une tâche vraiment difficile qu'on ne peut pas affronter tout seul. Nous avons besoin des liens pour que nous sommes fragiles, parce que nous sommes fragiles et nous avons besoin de quelque chose que seulement l'autre peut nous donner. Voilà le legs de la culture de notre contemporanéité, parce que la philosophie naît sous l'idée de l'adulte en tant qu'être autonome, capable de pouvoir penser à soi-même, parce qu'il avait l'idée du citoyen formé. Mais nous, de cette manière, cachons l'idée que nous sommes fragiles, que nous avons besoin de quelque chose d'autre.
les adolescents, donc les enfants, les parents même ne doivent être laissés seuls dans cette condition où ils peuvent se retrouver désorientés quand quelque chose ne fonctionne pas. Donc, ils ont besoin d'un grand support qui doit commencer dès le début de la naissance de noyau familial. L'État, en tant qu'institution majeure qui nous accueille tous, a une tâche particulière. Il y a un texte de Platon, Le Politico, qui n'est pas toujours étudié, où il explique ce que c'est la politique et il, à un certain point, dit que la politique, c'est la pimeleia koine, le soin de la communauté. Donc, ceux qui gouvernent, dit dans ces textes, doivent se prendre soin de la communauté. Et ici, utilise une image qui, dans l'Évangile, devient fondamentale. Le pasteur qui se prend soin de tout le monde et devrait faire en sorte que tout le monde trouve du nourrissement afin qu'une personne ne se sente tout seul. C'est l'idée de rester au sein d'une communauté. Mais pour faire communauté, et cet aspect est négligé dans les contextes éducatifs. Cet aspect de communauté, comme je le disais, trouver un soutien lorsque on avait besoin, vient du latin, le terme latin communitas, qui si on divise ce mot, signifie qu'on donne, avec les dons. Tout construire la communauté seulement si tout demande. Et avant, tout devrait être capable de donner ce que tu es capable de faire. Donc, tu es capable de bâtir la communauté lorsque tu es capable de donner quelque chose, ou tout le monde peut donner quelque chose. Voilà le grand legs d'aujourd'hui. Merci. A me pare Il me semble que tous les trois intervenants et ceux qu'on vient d'écouter, pour étant de catégories différentes, bouleversent le problème des adolescents, des jeunes, et mettent au centre le problème de l'adulte et de ses compétences. Même les applaudissements que vous avez faits ont été à confirmer cette impostation. Donc je ferai un bref tour de table avec nos intervenants. Le prof Cornaggia a parlé beaucoup de la nécessité d'écoute, de construire une relation authentique avec les jeunes. Il a parlé d'adultes fragiles, incapables d'être devant à ces réactions. Il a parlé aussi d'une situation, un contexte dans lequel il se réalise. Mais je crois que le point pour l'adulte ne soit pas contempler son échec et son sens de culpabilité, mais c'est de s'ouvrir à un parcours possible. Quel est, professeur Cornaggia, un point de reprise pour cet adulte fragile que vous avez bien décrit? Merci pour cette question. Je dois tout de suite dire que ma réaction immédiate à cette question est que ce n'est pas facile de répondre. Mais ce n'est pas facile, c'est ce que peut nous provoquer en tant qu'adulte en ce moment. J'avais auparavant parlé de difficultés de dialogue, de relation entre les adultes et les jeunes. Je voudrais aussi dire, est-ce que nous sommes encore capables d'avoir des dialogues, d'entrer en dialogue entre adultes? Je crois que c'est important pour nous de remettre au noyau, nos capacités relationnelles, parce que l'homme,
comme peut-être Holdering le disait aussi, mais si je me trompe de citation, c'est pas un problème. Il disait que l'homme est en dialogue, nous sommes en dialogue. Ça, c'est la première considération. Et deuxièmement, je crois que nous avons besoin d'accroître de conscience de notre fragilité, non pas pour rester statique dans notre sens de culpabilité. Le sens de culpabilité est un mécanisme, une méthode pour rester sur le sens de culpabilité. Non, il faut se détacher de ça. Cela veut dire de prendre conscience qu'il faut repartir par la radicalité de nous-mêmes, de notre cœur. Et donc affronter l'autre comme altérité, comme autre que nous, ne pas l'exploiter comme une autre projection. Et je voudrais donc dire, qu'est-ce que l'on peut faire sur cela? Apprendre à faire face à notre douleur, parce qu'il y a la limite, et elle est présente, la mort aussi, la limite, et cela nous définit, parce que si on n'avait pas de limite, on ne pourrait même pas dire qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui est l'autre. La limite, c'est ce qui définit moi et l'autre. Mais la limite n'est pas la fin. La limite est aussi du latin limen, la seuil. La mort même n'est pas la fin, est une seuil. Donc, être face à la douleur, donc n'est pas regarder la douleur seulement comme un symptôme à supprimer. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas subministrer des anxiolytiques, mais ce n'est pas le but final. La douleur ne doit pas être niée, mais écoutée et transformée. Et je veux toucher la dernière réflexion. Qu'est-ce que cela veut dire de habiter la douleur? Pardonnez-moi cette expression, mais il m'est vraiment très cher. Parce que je pense à Rilke dans la lettre à un jeune poète. Lisez-le, il est merveilleux. Peut-être tous les dragons de notre histoire sont des princesses qui attendent seulement de nous voir beaux et courageux. Peut-être que tout ce qui nous fait peur dans toute son essence la plus profonde est quelque chose de fragile qui demande notre amour. Donc le courage d'avoir l'interaction avec notre cœur, avec le cœur de l'autre, avec notre douleur à jamais nier et avec la douleur de l'autre. Je crois que cela est un point dans lequel repartir. Et si je peux seulement encore un instant rappeler une patiente à moi avec le nom Christina, très chère à moi, qui parfois avait des moments de dépression très angoissantes parfois. Et une fois, elle m'a dit, professeur, chaque fois que je vais mal, c'est comme si un tracteur allait excaver plus profondément, aller encore plus profondément que moi, mais quand je vais à la profondeur de moi-même, j'arrive même à m'aimer encore plus. Je crois que c'est très important de repartir de la douleur de l'autre avec cette conscience, parce que si à ce moment j'ai pensé qu'est-ce que je fais pour Christina, moi? J'ai eu à l'esprit une chose, peut-être pour justifier mon existence, mais il m'est venu à l'esprit ce que Buber nous rappelait, ce n'est pas important de résoudre, mais c'est important de être, de rester. Il écrivait que toutes les véritables relations se fondent sur l'être.
je deviens moi-même seulement avec la relation avec le toi. Il faut donc apprendre à être, à rester. Merci. La domanda che faceva il professor Cornaggia è: siamo La question qui faisait le professeur Cornaggia, est-ce que nous sommes capables de relation entre adultes? Et il parlait de ce contexte. Mais ce qui me rend curieux dans ce qu'il avait dit le professeur Gouy, c'est le fait que les adultes semblent réussir à se rassembler pour créer une sorte d'alliance, de coalition entre eux, de façon à pouvoir faire face à des problèmes ou à un problème qui se pose par rapport au monde du numérique. Est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu cet argument, professeur? Merci. Dans ce cadre si élevé, on veut comment la question du numérique est l'une des questions que les familles et la société doivent traiter. Mais il y a une grande solitude liée à cette question. Et les familles sont seules sur l'axe du numérique parce que, en général, aussi de nombreuses questions, mais les générations précédentes ne sont pas à même de fournir des expériences particulières. Les institutions ne prennent pas parti, quelquefois, et il y a peu d'occasions de se rencontrer, de partager leurs propres doutes. Donc, les impacts du numérique se sont diffusés parce qu'ils ont donné une réponse à la nécessité de se confronter sur l'un de ces aspects qui est désormais très visible. Il s'agit vraiment du sommet des questions qui ont été traitées aujourd'hui. L'âge de consignation du smartphone, c'est quelque chose de problématique aujourd'hui, mais qui a un impact très fort sur les familles où l'indécision est concrète, tangible. Alors, le fait de chercher une modalité pour bâtir des occasions de confrontation entre adultes, par exemple, partenaire digital, c'est quelque chose créé par un groupe de parents qui établissent une liste d'engagement dans le domaine du numérique qui est à l'égard de la gradualité que les familles veulent bâtir dans l'accès à l'éducation libre pour leurs filles. C'est à l'égard de l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants sur ce thème et sur l'engagement des adultes même. Alors qu'ils doivent réglementer l'utilisation de leurs enfants, la gestion de leurs enfants, ils ont la conscience d'avoir un problème, de s'assumer des engagements pour améliorer l'utilisation du numérique, en demandant aux plus jeunes enfants aussi de les aider en ce sens. Comme je disais, ces personnes se sont rendues compte que la pas avant serait de appeler les écoles dans ce sens. Si je me rends compte que mon fils a besoin d'une gradualité d'accès au numérique, des accès qui doivent être monitorés, je ne peux pas les laisser tout seuls à la maison parce que l'école me demande de faire plein d'activités en ligne. J'ai besoin d'ouvrir un canal de dialogue avec l'école. Et l'école le fait parce qu'il y a des raisons pour le faire. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire sur les plateformes digitales, mais aussi de la part de familles qui se trouvent en difficulté dans ce sens. Je ne peux pas laisser mon fils tout l'après-midi en réseau sans la possibilité de bâtir un environnement protégé. Est-ce que ça est possible, pardon. Il s'agit de
possibilités totalement différentes. Voilà un exemple sur comment les impacts digitaux ont tenté d'interagir avec les écoles. Il s'agit d'engagements très importants. Par exemple, les tâches sur Internet peuvent être programmées dans des moments où il y a un adulte qui peut monitorer la situation. Et puis, les partenaires digitaux se sont voués aux institutions parce que, outre à l'école, il y a les pédiatres, les mairies, les coachs sportifs. Ici, les projets éducatifs, même celui de la gradualité et de la construction de ce qui est partagé, ce serait plus difficile. L'un des cas positifs de dialogue interinstitutionnel s'est passé à Milan, où on a créé une table de discussion où il y avait les autorités sanitaires de la mairie, de le bureau scolaire, des pédiatres et de certains groupes de familles internes au impact numérique. Et après des années de travail, on a rédigé ce document qui s'appelle Recommandations de Milan. Je vous invite à aller sur le web et à chercher ce document, une synthèse très concrète dans 8 points qui, pour la première fois, est le résultat d'une convergence entre les institutions et les sujets et des sujets différents. 8 points pour une vision d'impact social sur l'éducation digitale numérique. Pour bâtir un parcours graduel qui offre des compétences exactes au moment précis et qui porte une maturité digitale faite de compétences opérationnelles, de compétences critiques et de capacité d'utiliser bien les temps et de savoir trouver un équilibre entre une relation présentielle et la complémentarité de relations en ligne. Voilà un exemple que je vous invite à examiner, à prendre en compte dans une tentative de rendre l'éducation digitale quelque chose de simple. Une tâche à amener de l'avant comme une coordination collective. Voilà la possibilité qui peut être utile dans l'évolution du numérique et pour les thèmes que nous avons traités dès lors. Io vorrei questa. Je voudrais quand même remarquer le fait que cette chose que le professeur Gui a dit, c'est très important parce qu'il donne des lignes d'orientation concrètes. Mais je voudrais faire revenir à ce qu'il disait la professeure Mortari. Le professeur Gui parlait de famille. Donc, qu'est-ce que signifie que le bien est quelque chose qui est donné par les liens qui s'instaurent entre les personnes? Une déclination très belle et concrète que nous avons vue dans le professeur Gui. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette affirmation dit qu'il n'y a pas de bien s'il n'y a pas de lien. C'est un pas de Platon. Tous les dialogues de Platon sont plus ou moins sur un concept de bien. Et quand il fait face à ces dialogues de manière systématique, il dit il n'y a pas de réponse à cette question parce que seulement Dieu connaît la réponse à cela, parce que cela dépasse aussi la raison humaine. Mais il y a un passage dans lequel il a une définition. Le bien est présent là où il y a des liens, là où les personnes ne sont pas seules, où les personnes sont en réseau, sont liées, et à l'intérieur d'un réseau qui les maintient. Qu'est-ce qui cela nous manque pour faire cela? Je reviens au thème de l'éducation parce qu'il est vraiment important pour les personnes, parce que c'est l'éducation qui donne forme aux personnes. Educare, il y a éduquer, c'est éduquer, ça veut dire se cultiver.
cultiver les personnes et le bien-être de l'autre. Et dans cette relation, parfois on néglige tout ce qui fait le lien. Et Martha Nussbaum nous disait qu'on a oublié beaucoup de paroles. Quand on oublie les paroles, on oublie les regards sur la réalité, parce que les paroles construisent et avec les paroles, on reconstruit le monde. Si on a un langage pauvre, on voit peu de monde. Si on a un langage ample, on donne beaucoup de possibilités d'être. Quand les Esquimaux avaient un regard blanc, avaient le mot blanc, seulement ce mot-là, pour les couleurs, il y avait un manque de langage. C'est quoi le mot qui manque dans cette période? Et l'un de ces mots, c'est amitié, et j'avais à l'esprit. L'amitié est l'essence du lien dans la profondeur, et ça tombe pas par hasard. Ça arrive seulement si on la cultive. L'amitié est le lien le plus élevé, comme Aristote le disait, parce qu'on ne peut pas construire une ville sans amitié. Est-ce que c'est difficile de construire l'amitié? Oui, parce que nous sommes en dialogue avec ce poète allemand, Holden. Il utilise le dialogue parce que l'ami est celui qui aime l'autre sans demander rien d'autre à l'autre. Donc c'est vraiment une expression élevée. Mais être ami veut dire aussi d'être capable à dire à l'autre la vérité et soutenir la vérité, parce que les véritables liens sont présents quand il y a la capacité de soutenir la vérité sans échapper. Et ça sera vraiment une chose à faire, petit et grand, parce que c'est une chose que même l'Évangile nous dit. Parce que être face à la réalité est très difficile, parce qu'une partie du narcissisme nous empêche de dire la vérité dans la réalité. Et même plus tard, qu'il nous disait, tenez vraiment loin les adulateurs, parce qu'ils vous empêchent de voir ce que vous êtes. Et seulement si vous êtes à l'intérieur de la vérité de vous-même, vous êtes capable de être en relation avec la vérité et donc de construire des véritables liens. Donc, connecté avec cet aspect, il y a un autre très grand enseignement qui est à partir de Socrate. Quand il est appelé par les juges et il doit se défendre, il fait un discours sur l'éducation et sur la cultivation des choses les plus importantes. Et il dit que les problèmes de nos jours Athènes avant Christ, c'est encore une chose contemporaine. Quand je vois les jeunes aujourd'hui, je les vois trop concentrés à la recherche de gloire, de richesse. Et dans cette recherche, il y a l'oubli de choses qui donnent l'existence des choses. Il a en cité 3. Et ce qui nous manque est la recherche. Et j'ajoute soutenir l'aletheia, la vérité, qui est le mot de la vérité, le mot grec. Il a le alpha devant ce mot, aletheia, la capacité d'enlever le voile. On ne veut pas que les autres nous enlèvent le voile, mais nous-mêmes, parfois, on ne veut pas enlever le voile. Mais pour rester face à une relation de vérité, il faut se dévoiler. Il a ajouté aussi des autres choses importantes. Les vertus. La vertu est une chose très forte sans laquelle personne n'existe. Et la capacité de décider, de bien décider. Ce sont des mouvements très importants à produire dans l'âme pour que chacun puisse trouver ce qui est juste en soi-même. Et ce qui est juste, donc à mettre à la première place, est pour lui le concept de bien. Si quelqu'un est à l'intérieur une relation de justice, et donc à ce moment on sait construire un lien et l'autre sait où être en ce lien avec toi-même. Ça c'est
très difficile à construire parce que c'est très facile de donner du plaisir à l'autre avec une situation de rigueur, mais pas vrai. Mais ça, c'est nécessaire parce que cela nous donne la véritable mesure de réalité. Et si tu es en vérité avec toi-même, tu peux faire ce mouvement de profonde conversion dont Platon parle aussi dans la République, qui est la conversion de l'âme, qui te fait trouver cette pousse qui fait mouvoir tout le monde, dont tout le monde a crainte à parler. Et quand on parle de cette chose, on parle et ça, c'est la capacité d'écouter en nous-mêmes le pouvoir de bien, qui a un fort désir et qui demande une grande vérité sur cette chose, une grande sévérité par rapport à la vie et une délition très profonde pour rester à l'intérieur de la nécessité de bien. Donc, redécouvrir à l'intérieur de relations et d'amitié veut dire d'ouvrir le monde à une vision qui nous fasse redécouvrir cette fragilité qui est à l'intérieur de nous, mais en même temps la force qui est dans notre âme, mais qui va cultiver et nourrir toujours un petit moment, je dirais pour les enfants, et en grande quantité pour les adultes. Merci. Nos amis, parce que pour moi, ils ont vraiment été des amis. Sur la scène, ils n'ont pas donné de réponse, mais ils ont ouvert des fenêtres. Et donc, en citant Père Benanti de cette scène, le meeting est un endroit ainsi. Parce que cela peut nous permettre de faire des questions sans avoir l'urgence de donner tout de suite des réponses définitives. Et c'est pour cela que le meeting va soutenir et va aider, parce que chacun de nous peut donner une contribution décisive pour le meeting et c'est une brique nouvelle pour construire une rencontre d'espérance. Et tout le long de la fière, on peut trouver les postations, les kiosques de Dona Ora caractérisés par le cœur rouge. On vous rappelle que la Fondation Meeting est une association du secteur tiers qui veut soutenir le meeting, pourra utiliser aussi des bénéfices fiscaux au moment des revenus fiscaux. Merci et bonne fin du meeting. Questo è un luogo che genera dialogo, che si impegna, che si batte, che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che aveva. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi.
comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.